Monsieur le Président, mes chers confrères et consoeurs, je voudrais commencer par vous remercier de votre invitation, remercier Bernard Carsanti, qui est, si j'ai bien compris depuis le départ, la cheville ouvrière de ce congrès de la PAC, remercier Pascal Motreff, qui m'a contacté il y a quelque temps comme voisin, puisque vous parliez de Vichy il y a un instant. Vichy, Clermont-Ferrand, c'est un petit peu, c'est en fait le même territoire métropolitain, donc nous nous connaissons tous bien, entre les Clermontois, les Vichysois, les Moulinois. Merci beaucoup de m'avoir invité et je suis vraiment très honoré de participer à votre congrès. Alors, Pascal Motreff m'a proposé d'intituler cette intervention, vous le voyez, « Fibrillation internationale, diagnostic et traitement ». Je voudrais le remercier d'avoir évité de rajouter, comme on fait d'habitude dans les questions d'internat, pronostic, parce que je suis ni Madame Soleil ni ChatGPT, et je ne pense pas pouvoir répondre. Merci de m'avoir évité cette partie de la question. Quant au diagnostic, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin de moi pour le poser. En tout cas, la symptomatologie, vous n'avez pas besoin de moi, il suffit de regarder tous les jours son écran de télévision pour être suffisamment préoccupé par ce qui se passe. Par contre, pour le traitement, le sujet est plus délicat. Et je pense que l'analogie médicale ne va pas nous mener très loin. Si je proposais comme traitement à cette fibrillation internationale une ablation, vous allez me dire, la question qui se pose automatiquement, c'est ablation de quoi? Même s'il y a des tas de choses dans le monde que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, aimeraient bien ablater. Je voudrais d'abord m'excuser par avance, parce que par les temps qui courent, quand quelqu'un vous dit « je vais vous parler de la situation internationale », ça revient à peu près à vous dire « je vais essayer de gâcher votre déjeuner ». La question que vous posez en définitive, Pascal Motreff, c'est où va le XXIe siècle? Où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il va? Paul Valéry disait « ce qui est simple est faux et ce qui est compliqué est inutilisable ». Donc permettez-moi de commencer par ce qui est simple et puis nous essaierons de corriger. Si nous demandions à un historien de résumer en quelques mots les siècles précédents, il commencerait bien entendu à repousser les hauts cris en disant que ce n'est pas sérieux. Et puis si nous insistions, il nous dirait probablement ceci. Le XVIIe siècle fut le siècle des monarchies absolues. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'on l'appelle en France le siècle de Louis XIV. Et ce fut aussi le siècle de l'ordre westphalien. Quelques-uns d'entre vous, très peu sans doute, ont peut-être oublié ce qu'on leur a appris à l'école sur le traité de Westphalie. Alors je voudrais en dire deux mots. C'est normal qu'on oublie d'ailleurs tout ce qui commence par un W, on a tendance à l'oublier. Mais ce traité de Westphalie qui date de 1648, c'est peut-être la date la plus importante, ou en tout cas l'une des dates les plus importantes de l'histoire de l'Europe. Il a réuni toutes les puissances catholiques et protestantes de l'époque. Il a mis fin à la guerre de 30 ans, il a mis fin aux guerres de religion qui ensanglantaient l'Europe depuis un siècle. Et ce qui est tout aussi important, il a redessiné la carte de l'Europe en nation indépendante. Si vous voulez comprendre l'Europe d'aujourd'hui, et même une bonne partie des règles du monde d'aujourd'hui, vous tapez traité de Westphalie sur Wikipédia et vous saurez l'essentiel. Ce traité, il est aussi important que le traité de Vienne en 1815 après la chute de Napoléon. Il est aussi important que la création de la communauté européenne dans les années 50. C'est vraiment quelque chose qu'on a trop souvent oublié. Donc le XVIIe siècle, en deux mots, siècle des monarchies absolues et le siècle de l'ordre westphalien. Le XVIIIe siècle, c'est simple, on l'appelle le siècle des Lumières. C'est le siècle des Lumières et on sait très bien pourquoi ça s'appelle le siècle des Lumières. C'est le siècle des révolutions qui ont suivi, les révolutions au nom des droits de l'homme, des déclarations des droits de l'homme. C'est la révolution américaine, c'est la révolution française et son exportation un peu abrasive par les armées napoléoniennes. Le XIXe siècle, c'est la révolution industrielle qui en quelques décennies a été une des révolutions majeures de l'histoire de l'humanité, probablement la plus importante depuis le passage du paléolithique au néolithique, et évidemment qui a donné aux Européens le pouvoir, la domination et la conquête du monde entier.
Et le XXe siècle, c'est le siècle de la décolonisation, c'est le siècle des 2 guerres mondiales, c'est le siècle de la lutte à mort des démocraties contre les totalitarismes, une lutte à mort que nous avons failli perdre par 2 fois, par plusieurs fois d'ailleurs, et que les démocraties ont fini par gagner. Le symbole en est la chute de 2 murs. En 1944, le mur de l'Atlantique, qui préfigurait la fin du nazisme. En 1989, le mur de Berlin, qui préfigurait la chute du communisme. Nous étions persuadés que les démocraties avaient gagné pour toujours, et c'est là que commence le XXIe siècle, lorsque nous avons découvert que nous nous étions trompés. Après quelques années seulement du moment unipolaire américain, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est le retour de la lutte à mort des démocraties contre les totalitarismes, contre les dictatures. Je dis dictature et non plus totalitarisme parce qu'aujourd'hui, elles sont regroupées sans unité idéologique. La Russie est une dictature mafieuse, avec le FSB et les Siloviki. La Chine est une dictature associée au capitalisme le plus sauvage. La Corée du Nord, une dictature militaire héréditaire. Et l'Iran, une dictature islamiste. Une seule idée les rassemble, détruire définitivement l'ordre mondial instauré par les États-Unis et leurs alliés après 1945. Cet ordre reposait sur 4 piliers. Suprématie militaire américaine, mondialisation économique libérale, extension des institutions occidentales et croyance dans la convergence progressive des régimes politiques vers la démocratie de marché. C'est une décennie d'optimisme occidental, si vous vous rappelez. Les États-Unis apparaissent comme la puissance indispensable, unipolaire, hyperpuissance, disait Hubert Védrine. La première guerre du Golfe en 1991 démontre la supériorité technologique américaine. Les interventions dans les Balkans confirment que Washington et l'OTAN peuvent agir comme arbitres militaires des crises régionales. Et puis vient le premier accroc, le choc du 11 septembre 2001, qui déplace le centre de gravité stratégique américain vers le Moyen-Orient. L'Afghanistan, puis l'Irak absorbent l'attention, les ressources et la légitimité des États-Unis. L'intervention en Irak, la deuxième, nourrit l'idée que Washington applique le droit international selon ses intérêts. Pendant ce temps, la Chine devient l'atelier du monde, accumule des réserves financières, développe ses infrastructures, modernise son armée et commence à contester la domination américaine en Asie. Le deuxième tournant, c'est la crise financière de 2008. Elle révèle la fragilité du modèle occidental. Elle donne un argument politique au régime autoritaire. L'Occident n'est plus seulement contesté militairement, il l'est aussi comme modèle économique. Troisième épisode, la Russie de Poutine se reconstitue comme puissance révisionniste. La guerre en Géorgie en 2008 annonce le retour de la force dans l'espace post-soviétique. L'annexion de la Crimée en 2014 balaie les illusions issues de la guerre froide, d'après la guerre froide. Et le quatrième épisode, c'est l'invasion de l'Ukraine. Pour l'Ukraine, c'est une guerre de survie. Pour la Russie, c'est une guerre impériale et systémique. Pour l'Occident, c'est une guerre de défense du principe selon lequel les frontières ne doivent pas être modifiées par la force. Cette guerre a produit plusieurs effets majeurs. Le réveil de l'OTAN, avec l'intégration de la Suède et de la Finlande, le début du réarmement européen, le découplage énergétique Europe-Russie, le changement radical des technologies militaires, drones, satellites, cyber, renseignements, etc. Cinquième épisode, le Proche-Orient, qui révèle une autre dimension de la crise mondiale, l'effondrement des architectures régionales de sécurité. Le conflit ne se limite plus à Israël et au Hamas. Il implique désormais le Hezbollah, l'Iran, les milices chiites, les États-Unis, les monarchies du Golfe, la Turquie et indirectement la Russie et la Chine. Les effets sont considérables, vous les voyez tous les jours. Démonstration de la vulnérabilité du détroit d'Ormuz, crise mondiale de l'énergie qui va durer, décrédibilisation majeure des États-Unis au profit de la Chine et, hélas, marginalisation européenne. Au total, est-ce que ce paysage est celui d'une nouvelle guerre froide ou d'un monde fragmenté? C'est un peu des deux. Et c'est peut-être cela sur lequel il faut que nous réfléchissions. La guerre froide opposait 2 blocs idéologiques relativement disciplinés. Le monde actuel est plus fluide. La Chine n'est pas l'URSS,
Elle est intégrée à l'économie mondiale. La Russie n'est pas une superpuissance globale, c'est une puissance militaire, nucléaire et énergétique, mais un nain économique. Les États-Unis ne sont pas en déclin absolu, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Ils restent dominants dans la finance, les alliances, la technologie, l'innovation militaire et l'attractivité universitaire, quels que soient les dommages que Trump est en train de leur causer, et j'en parlerai dans un instant. L'Europe est riche, mais stratégiquement défaillante. L'Inde et de nombreux pays du Sud refusent l'alignement. Depuis 1991, le monde n'a pas glissé de l'ordre à l'anarchie. Il est passé d'un ordre dominé par l'Occident à un système plus compétitif, plus régionalisé et plus militarisé. Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas des accidents isolés, elles sont les symptômes d'une transformation plus profonde. Elles montrent que les frontières, l'énergie, les alliances, les identités, les technologies et les récits historiques redeviennent des instruments de puissance et pas seulement l'économie comme on l'avait pensé pendant des décennies. À moyen terme, l'enjeu central, à mon avis, sera la capacité des démocraties à contenir simultanément la Russie, l'Iran, la Chine, les dictatures et d'autres, sans épuiser leurs alliances. À long terme, la question décisive, à mon avis à nouveau, sera de savoir si le monde multipolaire pourrait produire un équilibre stable ou s'il ne sera qu'une étape, qu'une transition vers une fragmentation durable. Quand je dis les démocraties, j'ai parlé du monde, mais je n'ai pas encore beaucoup parlé de nous. Alors je voudrais un peu parler de nous. Et quand je dis nous, ça veut dire les Français, nous les Européens, nous les Occidentaux. La première puissance de la planète, garante de l'ordre actuel, est devenue celle qu'il conteste. Elle était notre alliée, elle est aujourd'hui notre adversaire avant de devenir peut-être demain notre ennemi. Elle était un rempart contre les dictatures, elle semble sur le point d'en devenir une. Si nous peinons à comprendre, c'est d'abord parce que le trumpisme est une incohérence. Un apprenti dictateur avec une overdose de lui-même, une doctrine délirante et des actes qui ne cessent de la démentir. L'isolationnisme est revendiqué avec les droits de douane ou la traque des étrangers, mais jamais aucun président n'a commis autant d'ingérence. En un an, il a effectué autant de frappes aériennes que Biden durant tout son mandat. Guerre Israël-Hamas, bombardement de l'Iran, frappe au Nigeria, en Somalie, au Yémen, en Syrie, au Venezuela. Il se programme président de la paix et candidat au prix Nobel, tout en menaçant de nouvelles interventions, Canada, Groenland, Cambodge, Cuba, Colombie ou Mexique. La liste est assez impressionnante. Le seul pays dont il se désengage, c'est l'Ukraine. Et les pourparlers qui traînent, les concessions à Poutine, le lâchage des Européens sont tels qu'ils finissent par rendre crédible la thèse selon laquelle il est bien Krasnov, agent russe recruté dans les années 90 et objet d'un compromat. La deuxième absurdité est l'absence totale de persévérance. Trump se targue d'avoir arrêté 8 guerres en un an, ce n'est le cas d'aucune d'elles. Au mieux, des cessez-le-feu fragiles, au pire, les combats continuent et nulle part, aucun traité de paix n'a été signé. L'important n'est pas le résultat, mais les bonnes images pour la télé, 3 petits tours et puis s'en va. Incompréhensible est la volonté de casser le système international mis en place par les États-Unis depuis 1945, que dans un délire paranoïaque, les Trumpistes interprètent comme un complot du monde entier contre leur pays. Incompréhensible, en dehors d'une hypothèse psychiatrique, la condamnation obsessionnelle de tout ce qu'ont fait avant lui tous ses prédécesseurs. Incompréhensible, l'attaque de ses alliés séculaires pour reprendre langue avec les dictateurs en guerre contre l'ordre occidental, le mépris du droit international au profit de ce qu'il appelle sa morale personnelle, la destruction du multilatéralisme et le retrait de dizaines d'institutions qui donnaient aux USA une influence mondiale pour se replier sur leur précaré d'où ils ne sortent que pour lâcher quelques bombes. Tout cela avec un gouvernement, excusez-moi du terme, de poivreaux, d'escrocs et de complotistes qui illustre bien le dicton selon lequel la meilleure façon de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. Et enfin, le pire, le renforcement du crédit de la Chine, seul rival crédible aujourd'hui et premier danger pour les démocraties. La Chine totalitaire, gagnante dans l'affaire des droits de douane,
qui apparaît aux yeux du monde comme une puissance stabilisatrice, c'est un comble, face à un monstre militaire et technologique frappant au gré des humeurs de son président, avant de se désintéresser du chaos qu'il vient de créer. Voilà où en sont les États-Unis en 2026. D'autres présidents américains ont été critiqués pour des politiques extérieures aventureuses, mais aucun n'a abîmé à ce point l'image des États-Unis, et surtout aucun n'a cassé à ce point ce qui compte le plus entre alliés, la confiance. Pour l'Europe, cette situation est tragique. Son principal allié devenu adversaire, l'OTAN au bord du gouffre, les menaces sur un de ses territoires, la guerre commerciale, le lâchage de l'Ukraine, tout cela aggravé par l'humiliation que constituent les leçons de morale du génie des Appalaches devenu un vice-président aux manières de Rottweiler, venu à Munich avec l'air condescendant des imbéciles, nous apprendre comment nous sauver de nous-mêmes. Ce constat amène inévitablement une question. Pourquoi Trump est-il prêt à s'essuyer les pieds sur l'Europe au Groenland? Pourquoi Poutine a-t-il cru qu'il pourrait envahir l'Ukraine sans réaction? Pourquoi les Chinois inondent-ils l'Europe de leurs produits en trouvant toujours une porte d'entrée complaisante? Pourquoi l'Europe, dont le PIB est comparable à celui des États-Unis ou de la Chine et 10 fois supérieur à celui de la Russie, est-elle traitée comme quantité négligeable? Parce que l'Europe n'est ni un pays, ni une puissance, ni même une confédération. Dépendante énergétique de la Russie, dépendante militaire des États-Unis, dépendante commerciale de la Chine, son contresens historique sur l'histoire des 30 dernières années risque de l'effacer peu à peu de l'histoire du monde, comme un visage de sable au bord de la mer. Ces réalisations sont pourtant remarquables. La paix entre anciens ennemis, la libre circulation, le marché unique, la monnaie unique, la protection des droits fondamentaux et la politique sociale la plus généreuse. Mais elle n'a pas su répondre à 3 problèmes majeurs: garantir sa propre sécurité, produire un système de décision efficace et s'inscrire dans la grande révolution du XXIe siècle, la révolution technologique, cognitive et financière. Si nous ne parvenons pas à relever ces défis, l'alternative sera simple: la vassalisation auprès de nos alliés ou la soumission à nos ennemis. Les solutions sont identifiées. Un réarmement qui suppose une réindustrialisation et des investissements massifs pour redevenir une Europe puissance militaire, un saut fédéral avec, entre autres, l'extension des décisions à la majorité qualifiée pour devenir une Europe puissance politique, enfin la mise en œuvre des rapports Draghi et du rapport Letta pour devenir, ou plutôt redevenir, une puissance économique et commerciale. Et tout le monde le sait, en tout cas tout le monde parmi les dirigeants le sait. Mais peu de choses se passent. Depuis 2022, le président de la République a annoncé que la France et l'Europe entraient en économie de guerre. 2022, il y a 4 ans. 4 ans plus tard, les industriels nous disent que les commandes ne sont pas là. L'Ukraine, ravagée par la guerre, arrive aujourd'hui à produire 60% de ses besoins militaires. Nous n'avons fait aucun saut quantitatif ou qualitatif. En économie, tout le monde sait que la grande œuvre européenne, le marché unique, reste bien loin des objectifs de 93 et que d'immenses barrières restent en place. Quant à la révolution technologique, nous sommes à des années-lumière de la mise en place des instruments financiers indispensables pour rattraper les États-Unis et la Chine. Un autre sujet d'étonnement, c'est qu'alors que les dictateurs déclarent ouvertement qu'ils veulent notre défaite et le changement de l'ordre du monde, les dirigeants des démocraties font tout pour regarder ailleurs. Combien de fois ces dernières années n'avons-nous pas entendu « Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes en guerre avec personne, nous ne voulons la guerre avec personne ». Quelle étrange idée, lorsque vos ennemis annoncent qu'ils veulent vous abattre, de ne pas les prendre au sérieux et de tarder à préparer notre défense, ne serait-ce que pour les dissuader. L'une des raisons, c'est que dans cette guerre hybride, nous n'avons pas que des ennemis extérieurs, nous avons aussi les 5e colonnes. En Chine, en Russie, en Iran, pas d'opposition. Ici, c'est ce qui fait à la fois la grandeur et la faiblesse des démocraties. Les populistes des 2 bords peuvent passer leur temps à dire que Poutine est un grand dirigeant, que Zelensky est un despote, que la Chine n'est pas une dictature, que l'Ukraine n'existe pas, qu'elle a toujours été russe, que ses dirigeants sont des nazis.
Cette cinquième colonne est au pouvoir dans plusieurs pays d'Europe, même si elle ne l'est plus en Hongrie. Elle est aux portes du pouvoir, nous disent les sondages, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Lorsqu'aux États-Unis se multiplient les interventions de l'armée dans les grandes villes tenues par l'opposition, lorsqu'un président piétine la Constitution, multiplie les décrets illégaux, révoque les juges qui pourraient l'en empêcher, limoge d'un coup tout l'état-major militaire, affaiblit tous les contre-pouvoirs et prend le contrôle des réseaux sociaux, les populistes entreprennent la confiscation de la démocratie. La cause du populisme, le principal danger, c'est celui qu'avait très bien compris Tocqueville, et il est inhérent au système démocratique. La démocratie est une promesse toujours inachevée. La démocratie, au fur et à mesure que progressent les libertés, le bien-être et les conquêtes sociales, les inégalités qui subsistent, même minimes, deviennent insupportables. C'est ce qu'il nous a appris. Si chacun est libre de s'accomplir, chacun peut se comparer aussi et donc être frustré. C'est une société qui produit la déception et la fatigue d'être en permanence responsable de son destin, même si c'est sa grandeur. S'y ajoute désormais la formidable accélération des réseaux asociaux. J'ai bien dit asociaux. Alors que les sociétés humaines ont un besoin vital de valeurs communes, et la démocratie encore plus car elle promeut l'individualisme, les créateurs de ces réseaux ont très vite compris que ce qui créait le plus de buzz, donc le plus d'abonnés, donc le plus de pubs, donc le plus de profits, était le contraire des idéaux démocratiques. L'émotion contre la raison, l'injure au lieu de la courtoisie, la menace au lieu du respect. Il y a quelque temps, Obama déclarait dans The Atlantic, et Dieu sait qu'Obama a été élu grâce aux réseaux asociaux, et donc il les connaît bien, Obama déclarait « Les réseaux sociaux sont devenus l'une des principales menaces contre la démocratie ». Et en effet, ils sont le carburant de nos maladies démocratiques d'aujourd'hui. L'envie, la colère, le ressentiment, la polarisation, la haine, l'ingouvernabilité. On se moque en France des responsables politiques, je suis bien placé pour le savoir, qui sont incapables de trouver une issue à la crise institutionnelle. Mais comment trouver une issue quand l'Assemblée nationale, et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République, comporte 60% de députés issus de partis populistes, extrémistes et antidémocratiques et poutinistes, boostés par les réseaux sociaux. Depuis 2 siècles, dans les démocraties, les citoyens avaient pris l'habitude de choisir entre des partis modérés. Aujourd'hui, à plus de 50%, ils choisissent le trumpisme contre le wokisme aux États-Unis et chez nous, Le Pen contre Mélenchon. Je vous avais promis de gâcher votre déjeuner et je crois que je suis bien parti. Mais je ne vais pas vraiment tenir parole. Parce que tout ce que je viens de dire n'est pas pour moi un constat de déclin inéluctable, ni d'échec programmé, mais c'est seulement la liste de nos défis. Pour employer les termes de Pascal Motreff, je dirais fibrillation atriale peut-être, fibrillation ventriculaire pas encore. D'abord, ce qui nous rend pessimistes, c'est que les démocraties ne cachent pas leurs plaies. Elles passent même beaucoup de temps à les exposer et à les gratter. Mais c'est aussi ce qui leur permet de s'y attaquer. Les dictatures interdisent qu'on parle des leurs, mais c'est en général comme ça qu'elles finissent par mourir. Les démocraties ont un mal fou à prendre des décisions, mais les dictatures en prennent de mauvaises. La bonne nouvelle est que les dictatures vont mal, aussi. Et beaucoup d'entre elles très mal. La Russie est en train de se suicider. Aucun de ses buts de guerre n'a été atteint. Des centaines de milliers de morts, 1 million de déserteurs qui ont quitté le pays, aggravant une démographie en chute libre, des taux d'intérêt à 20% qui empêchent tout investissement, des réserves de devises et d'or presque épuisées. Le plus frappant est la dégradation totale de son influence. Poutine souhaitait la mort de l'OTAN, il a réussi à y faire adhérer la Suède et la Finlande. Il ne joue plus aucun rôle au Moyen-Orient, ni en Syrie, ni dans le conflit israélo-palestinien. Il n'est même plus en mesure d'arbitrer à ses frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les autres voisins, Kazakhstan, Ouzbékistan, ont pris leur distance depuis l'invasion de l'Ukraine. Lorsque la guerre s'arrêtera, et Poutine est en train de la perdre, le bilan sera un désastre auquel il faudra ajouter la vassalisation par la Chine. L'Iran vient de subir un désastre historique. Ses proxys au Moyen-Orient ont été détruits par Israël.
Les bombes américaines ont retardé une fois de plus l'acquisition de l'arme nucléaire. Les sanctions sont remises en place. Les mollahs règnent par la terreur sur un peuple très majoritairement hostile au régime, où les femmes sont à l'avant-garde de la contestation. Ça ne veut pas dire que cette guerre au Moyen-Orient va cesser dans un délai proche, et Dieu sait que nous allons en subir les conséquences encore pendant longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit généralement. Mais on ne peut pas dire que la dictature des gardiens de la Révolution, le remplacement du régime des mollahs par un régime militaire, parce que c'est ce qui se passe en définitive en Iran, et c'est après tout la seule chose à laquelle Trump a réussi, la seule chose que Trump a réussi, c'est de remplacer le régime des mollahs par un régime directement militaire, un régime d'une nouvelle génération qui sera probablement encore plus dur que le régime précédent. La Chine, évidemment, se porte beaucoup moins mal, et les Américains ont compris bien avant nous, depuis Obama et même depuis avant, quel serait le défi du XXIe siècle. Mais les prédictions sur le rattrapage et même sur le dépassement des États-Unis, à mon avis, sont fausses. La gestion désastreuse du Covid, bien plus désastreuse que dans les démocraties occidentales, à l'exception des États-Unis d'ailleurs, où du temps de Trump, elle a été très mauvaise, mais bien moins mauvaise encore qu'en Chine. La crise immobilière qui ne finit pas, la croissance qui chute, l'hostilité croissante des pays voisins contre le contrôle de la mer de Chine, et surtout une crise démographique qui remet en question toutes les prévisions de croissance à moyen terme, assombrissent considérablement le bilan. Sans parler des menaces sur Taïwan, auxquelles ces dirigeants devraient réfléchir en observant les résultats de l'invasion de l'Ukraine. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les ennemis de la démocratie intérieure, à mon avis, ne vont pas bien non plus. Les Trumpistes ne sont plus en majesté. Ils contrôlent l'exécutif, le Parlement, la Cour suprême et les réseaux sociaux. Pendant plus d'un an, la sidération a empêché qui que ce soit de s'opposer et on a commencé à croire que la Constitution américaine ne parvenait plus à contenir les ennemis de la démocratie. La catastrophe de la guerre contre l'Iran menée sans stratégie, sans préparation, sans examen des risques pour l'économie mondiale, est en train d'emporter le régime de Trump. Regardez les votes au Congrès depuis quelques jours, où même les républicains, pour la première fois, sont en train de s'opposer au président. Il reste 5 mois pour que cette chute se confirme dans les urnes, mais elle me paraît désormais probable. En Europe, la chute d'Orban est peut-être le signal d'un premier reflux des régimes illibéraux et populistes. Je ne parlerai pas de la France pour ne pas transformer votre congrès en un débat de politique intérieure. Je dirais simplement que pour ma part, je ne pense pas inéluctable que le deuxième tour de l'élection présidentielle se résume à un duel entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et en tout cas, c'est l'objectif et surtout la responsabilité des responsables politiques dont je fais partie de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Quelles sont nos responsabilités ? Dans ce monde où on cherche à faire croire à chacun qu'il est une victime, la première, à mon sens, de ces responsabilités, c'est de ne pas participer à la plainte générale. Mon grand-père a passé 8 mois dans les tranchées à Verdun. Mes parents ont eu 20 ans en 1940 quand Hitler a envahi la France. Comment pourrions-nous oser nous plaindre, nous dont la génération n'a connu aucune guerre dans son pays depuis sa naissance et qui avons gagné 20 ans d'espérance de vie en 60 ans. Le sort de l'Ukraine, donc le sort de l'Europe, se joue aujourd'hui dans les tranchées. Mais il dépend aussi de ceux qui, aux États-Unis, veulent défendre la démocratie et ici de notre capacité à unir les Européens, à trouver les moyens de leur défense commune et à refaire de l'Europe la puissance qu'elle fut un jour dans l'histoire et qu'elle hésite à redevenir. Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération, en tout cas la tâche des responsables de notre génération, c'est de résister aux dictateurs du XXIe siècle, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a 2500 ans, Périclès disait aux Athéniens « Vous devez combattre pour vos lois comme pour vos murailles. Nos lois sont les piliers de nos démocraties, c'est à nous de les défendre. Personne ne le fera à notre place. » Merci beaucoup.
Un immense merci à M. Malhuret, c'était encore sublime. Et il a l'élégance de se prêter à quelques réponses si vous aviez des questions brûlantes à poser à M. Malhuret. Profitez-en, c'est un privilège exceptionnel. Grégoire. Merci pour votre intervention toujours aussi exceptionnelle. Vous n'avez pas parlé beaucoup, on en a parlé au début du congrès, de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir de nos sociétés. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact majeur, ce qu'on nous annonce, ou pas du tout? Alors, si je pourrais vous répondre en un mot, et ce mot c'est oui. Mais je vais essayer d'être un peu plus long. Alors, en fait, je vais vous dire, vous avez compris tout à l'heure que je faisais allusion au siècle précédent pour essayer de poser la question quels sont les sujets du XXIe siècle, un petit peu comme ceux du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe ou du XXe. Et j'avais pensé, et pour moi c'est une sorte d'évidence, ou en tout cas une sorte de chose assez claire. Bien entendu, personne ne peut savoir ce qui va se passer dans les 75 années, dans les 74 années qui nous séparent de la fin du XXIe siècle, et on aura évidemment beaucoup de surprises. Mais j'avais prévu, et j'ai renoncé, de parler de cela. J'ai renoncé parce qu'on serait encore là dans une heure et qu'on m'avait recommandé une intervention de 20 ou 25 minutes et que ça aurait été beaucoup plus long. Mais j'avais prévu au départ de dire les trois j'en ai parlé que d'un des enjeux, la lutte de la démocratie contre les dictatures. Mais il est bien évident qu'il y a en ce début du XXIe siècle quelque chose de certain, même si le reste on ne le sait pas encore, quelque chose de certain, c'est que les trois principaux enjeux, le premier c'est celui dont j'ai parlé, le deuxième c'est le changement climatique, bien évidemment, dont j'aurais pu parler, qui lui concerne toute l'humanité, qui est un danger majeur, non pas pour la Terre, parce que la Terre en a vu d'autres, des changements climatiques bien supérieurs à celui que nous avons aujourd'hui. La Terre en a vu d'autres, mais par contre qui est un changement majeur et un danger majeur pour l'humanité. Demandez aux dinosaures ce qu'ils en pensent. C'est ça le problème du changement climatique. Et par conséquent, je pensais qu'il fallait que si on devait parler généralement, c'est le deuxième sujet dont il faudrait parler. On peut parler de tous les sujets. Et le troisième sujet, bien entendu, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est en train d'entraîner des bouleversements majeurs, des avancées majeures, et vous êtes des médecins comme moi, dans votre domaine, les changements majeurs en cardiologie, en radiologie, etc., ont déjà commencé. Ils vont se multiplier de façon exponentielle. C'est un espoir immense que vous vivez tous les jours dans votre pratique, et donc vous savez la réponse, déjà vous connaissez la réponse, des avancées majeures et bien entendu des dangers majeurs. Pas seulement des dangers sociaux sur le changement comme pour les ludites du XIXe siècle, des changements dans les métiers, etc., mais des changements majeurs non seulement pour l'avenir éventuel de l'humanité, et notamment la gestion des conflits, mais des changements majeurs dans l'anthropologie, c'est-à-dire dans la nature de l'homme. Les puces Neuralink de Musk, elles sont là. Et demain, vous allez avoir. Aujourd'hui, les hybridations, non pas les hybridations, mais les prothèses, vous en avez en cardiologie comme dans tous les autres domaines tous les jours. Les stents, en chirurgie orthopédique, les prothèses, etc. Il y a déjà des tas de prothèses. Mais ces prothèses sont sur des organes musculaires, sont sur des organes. Demain, la prothèse sera celle du cerveau. Et donc l'hybridation avec les machines, etc. Donc tout ça, ça pose des questions vertigineuses. Encore une fois, vous comprendrez pourquoi je les retirais de ce que je voulais dire, parce qu'on ne peut pas traiter ça même en une demi-heure, même en une heure, même en 2 heures. Moi, si je peux vous donner un conseil, si je peux vous faire une recommandation, j'ai un ami qui s'appelle le docteur Laurent Alexandre. C'est un de nos confrères, certains d'entre vous le connaissent sans doute. C'est avec lui que j'ai créé Doctissimo. Il est chirurgien et énarque. C'est assez spécial, mais c'est comme ça. Il est très provocateur, si vous le voyez parfois sur les vidéos, dans les réseaux sociaux, il s'engueule beaucoup, souvent avec ses interlocuteurs, il est très provocateur, mais ce qu'il dit est souvent extrêmement vrai. Et ça fait longtemps qu'il travaille sur le sujet.
Il a publié 2 livres dans les années récentes, un qui vient de sortir il y a quelques jours, que je vous recommande parce que ça vous concerne dans votre pratique. Le titre, ça s'appelle « Nous vivrons jusqu'à 150 ans ». Alors, je ne vous donne pas les détails, mais je ne pense pas que ça puisse vous surprendre. Vous constatez tous les jours les progrès dans les thérapeutiques et dans l'espérance de vie, mais il va beaucoup plus loin. Son titre, c'est « Nous vivrons jusqu'à 150 ans avec l'intelligence artificielle ». Et le deuxième, donc je vous le recommande, et le deuxième qui est paru il y a 2 ans, 1 an ou 2, qu'il a écrit avec Olivier Babot, pour ceux qui connaissent Olivier Babot, qui est un penseur très, très intéressant. Il s'appelle « Ne faites plus d'études », sous-titre « À l'heure de l'intelligence artificielle ». Évidemment un titre provocateur, mais un titre qui explique, en 200 pages qu'il faut vraiment lire, qu'aujourd'hui l'université telle que nous l'avons connue, l'université qui nous enseignait notre profession pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour les médecins, lorsque vous terminez votre cursus universitaire, tout ce que vous avez appris, ou tout ce que vous aurez appris demain, ne sera rien, sera remis en cause par l'intelligence artificielle. Par conséquent, les formations universitaires aujourd'hui, je ne parle pas des formations poubelles, excusez-moi du terme, mais dans lesquelles on met les cohortes majeures qui arrivent du baccalauréat pour les mettre dans des formations qui ne leur servent à rien et qui le font se retrouver au chômage au bout du compte. C'est le problème de l'université aujourd'hui, d'une partie de l'université, bien entendu. Mais que ces formations-là, aujourd'hui, ou plutôt demain, ce ne sera pas celles qui seront nécessaires pour dominer et pour se servir utilement de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est des perspectives vertigineuses. La réponse à votre question, par conséquent, je reviens au début, c'est oui. L'intelligence artificielle, ça fait partie des 3 sujets comme les monarchies absolues et l'ordre westphalien au XVIIe, comme la révolution industrielle et la domination du monde au XIXe, ça fait partie des 3 sujets essentiels. Il reste encore 74 ans, il y en aura sûrement beaucoup d'autres, mais en tout cas aujourd'hui, ces 3-là sont déjà dans le viseur et on peut très très bien les identifier. Bien entendu, c'est sûr que tout humaniste, toute personne aujourd'hui comme vous, toute personne avec un certain nombre d'années d'études, confrontée à une profession qui évolue extrêmement rapidement, ne peut que se poser évidemment ces questions, y réfléchir et lire à ce sujet. Donc je vous recommande une nouvelle fois les 2 livres dont je viens de parler. Il y en a certainement d'ailleurs beaucoup d'autres, mais ces 2-là sont très intéressants et sont faciles à lire parce que l'inconvénient d'être provocateur, c'est qu'on se met beaucoup de monde à dos. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus agréable. Bonjour et merci pour votre magnifique présentation. Je reviens plus à quelque chose de politique. Pensez-vous que la montée des extrêmes peut être en lien avec le fait que ces extrêmes, justement, ont été éjectés pendant longtemps d'une représentation nationale par l'absence de proportionnalité? Et quel est votre avis sur une éventuelle dose de proportionnalité dans les élections? C'est un serpent de mer qui revient régulièrement. J'aurais voulu avoir votre avis sur la question, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai commencé à répondre à votre question, pas directement, mais j'ai commencé à y répondre en vous citant Tocqueville. Je ne crois pas que la montée des extrêmes soit due à cela. Je ne crois pas que les changements, vous savez, au Parlement, on passe notre temps à discuter de savoir s'il faut mettre une dose de proportionnelle, s'il faut mettre la proportionnelle au système majoritaire, si il faut faire le cumul des mandats. Vous savez, il y a quelques années, on a supprimé le cumul des mandats parce qu'on pensait que c'était plus démocratique, qu'il ne fallait pas cumuler les mandats, qu'il fallait qu'un maire s'occupe de sa mairie et qu'un député s'occupe du Parlement. Et puis depuis qu'on a supprimé ces mandats, on s'aperçoit des effets indésirables, et notamment le fait que c'est le président Larcher qui dit l'avantage du cumul des mandats et l'avantage de rester maire quand on est parlementaire, c'est qu'on est à portée d'engueulade. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le cumul des mandats permettait aux parlementaires d'être à portée d'engueulade et par conséquent de réfléchir un peu avant qu'ils votent une loi de comment ils allaient la faire appliquer chez eux et surtout de rentrer chez eux le week-end et de parler avec leurs administrés qui pouvaient leur dire s'ils avaient fait une idiotie ou pas une idiotie. Donc, moi, je pense que ces discussions qui sont constitutionnellement intéressantes, je vous cite un livre, si ça vous intéresse sur le sujet que vous dites,
Je suis désolé, vous allez penser que je suis Bernard Pivot, que je suis venu faire de la promotion d'un certain nombre de livres. Je n'ai pas d'intérêt dans ces trucs. C'est un livre de Benjamin Morel, qui est un jeune constitutionnaliste. Je ne me rappelle absolument pas le titre, mais c'est son dernier livre. Donc si vous allez sur Internet et que vous tapez Benjamin Morel, M-O-R-E-L, vous le trouverez. C'est sur l'impasse constitutionnelle qui est celle de la France aujourd'hui. Donc voilà, vous avez une réponse à votre question en détail dans ce livre. Mais je ne pense pas que la montée des extrêmes soit aujourd'hui due à des impasses constitutionnelles ou à la nécessité de changement constitutionnel. Je reviens sur ce que je disais sur Tocqueville. Tocqueville nous dit vraiment que la démocratie, c'est fantastique. Tocqueville, c'est un aristocrate, un des rares aristocrates de l'époque qui comprend que la roue de l'histoire, pour parler comme Hegel ou comme Marx, tourne dans un sens et pas dans les autres. Et qu'au lieu de s'y opposer, il faut essayer de comprendre ce qu'il faut en retenir. C'est d'ailleurs peut-être plus dans l'Ancien Régime et la Révolution qu'il faut lire Tocqueville, en tout cas sur ce sujet, que de la démocratie en Amérique. L'Ancien Régime et la Révolution, je pense que c'est peut-être le livre le plus intéressant de Tocqueville, en tout cas pour comprendre notre monde d'aujourd'hui. Et il nous dit, voilà, la démocratie, elle oblige chacun à être responsable de soi. Il n'y a plus d'ordre, je veux dire, d'ordre constitué. Il n'y a plus, même Gaucher nous explique qu'on est en train de sortir de la religion et que pour la plupart d'entre nous, on est sorti de la religion. Que maintenant, la démocratie, c'est l'individualisme, c'est la responsabilité individuelle, et que cette responsabilité individuelle, c'est une grandeur, et je pense que personne de chez nous ne serait prêt à y renoncer, mais c'est en même temps une responsabilité écrasante pour beaucoup de monde, et notamment par ceux qui sont piétinés par le changement technologique avec la rapidité qu'il a. Pour moi, la rapidité du changement technologique, le problème des inégalités. Je ne suis pas contre en soi les inégalités. Le monde a toujours été inégal. Il y a des gens qui sont plus capables de gagner de l'argent ou de faire des projets, etc., que d'autres. Mais quand le capitalisme financier, et je ne suis pas de gauche, hein, j'appartiens à Horizon, ma philosophie politique est une philosophie libérale et du centre droit. Donc, mais quand on s'aperçoit notamment de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, et d'un capitalisme financier qui est en train de remplacer le capitalisme industriel, c'est un problème majeur, c'est un problème qui va continuer. Et ce problème-là, il n'est pas du tout un problème institutionnel, il n'est pas du tout un problème constitutionnel. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas un problème institutionnel, c'est une école. Larcher au Sénat nous disait il y a quelque temps que ces réseaux sociaux, c'est un tombeau d'ordures. Je le crois, et pourtant je suis sur ces réseaux sociaux. On ne peut pas aujourd'hui, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur ces réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas y être quand on est responsable politique ou quand on est responsable dans n'importe quel domaine. Parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'on s'exprime. C'est sur ces supports qu'on s'exprime. Mais le problème de leur régulation est évidemment un problème majeur qui, une fois encore, là aussi, est en train d'opposer frontalement l'Europe et les États-Unis. Et qui va évidemment faire partie des problèmes qui s'accumulent, des contentieux qui s'accumulent entre l'Europe et les États-Unis. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la montée des populismes, qui est générale, on discutait ce matin avec Bernard Carsanti et avec Pascal Motreff, de ce sujet. Je perds le fil de mon idée, je ne me rappelle plus ce que je leur disais. Mais la situation de la technologie aujourd'hui et des réseaux sociaux et tout ce que je viens de dire précédemment me fait... Oui, je disais que par certains côtés, et là aussi ça va encore un peu plus gâcher votre déjeuner, que par certains côtés, on était un peu comme dans les années 30. Que les changements technologiques, tous les changements technologiques ont entraîné des changements sociaux considérables. Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est l'équivalent de la radio dans les années 30. Les réseaux sociaux jouent dans le montée du populisme ce que la radio
a joué dans la montée des populismes et des totalitarismes d'extrême droite et d'extrême gauche en Allemagne et ailleurs dans les années 30. Et chaque fois qu'il y a une rupture technologique comme celle-là, la révolution industrielle, qui a entraîné évidemment des révolutions, des troubles, etc., avant d'être maîtrisée, les années 30, avant que ça se termine comme vous le savez, et que ça reprenne après, aujourd'hui on est dans cette situation. Je ne dis pas que ça va déboucher obligatoirement sur la guerre. Le fait nucléaire change complètement les données stratégiques, évidemment. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, ce fait nucléaire a évité la guerre depuis 60 à 70 ans, ce qui est quand même plutôt remarquable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui ont mon âge, pendant longtemps, la guerre froide et le problème nucléaire a fait penser aux gens que la guerre nucléaire était tout à fait possible et que la fin de l'humanité était tout à fait possible. Et puis ça, voilà, ça s'est pas traduit. Donc on est aujourd'hui face à ces changements technologiques majeurs, et bien entendu que l'intelligence artificielle en est un. Et par conséquent, pour revenir à la question que vous posiez au départ, je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, mais peut-être avant tout le facteur d'immenses changements technologiques, changements dans le capitalisme industriel devenu le capitalisme financier, qui explique la montée des populismes, et que les changements institutionnels ne changeront pas le problème, même si par hasard, même si par ailleurs, ils peuvent être intéressants. Peut-être pour terminer sur cette question, et vous faire peut-être un peu sourire, moi, quand les choses, je veux dire une chose, quand les choses vont mal, ou quand j'ai l'impression que les choses vont mal, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, mon grand-père à Verdun pendant 8 mois, mes parents en 1940 pendant l'invasion de la France par Hitler, c'était, à mon avis, je pense qu'on n'a aucune raison aujourd'hui d'être pessimiste, de se plaindre, etc. Je le crois vraiment. Mais parfois, quand ça va mal et que je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, je repense à une phrase que je voudrais vous citer, d'un historien qui s'appelait Jacques Bainville. Jacques Bainville, je vais encore vous faire une recommandation, je suis vraiment désolé, vous allez repartir avec un panier de livres. Jacques Bainville, c'est un historien qui vivait dans les années 30. Il est mort dans les années 30, donc on est exactement dans le sujet dont je parlais il y a un instant. Jacques Bainville, il a écrit une histoire de France. Elle est aujourd'hui en livre de poche en 500 pages. Et quand vous dites l'histoire de France en 500 pages, c'est pas possible. On peut pas faire en 500 pages de livre de poche, c'est pas possible. On peut pas faire une histoire de France en 500 pages, ça suffit pas. C'est un bouquin de vulgarisation qui est pas sérieux. Et pourtant, c'est le meilleur livre d'histoire de France que je connaisse. D'ailleurs, parce que si vous prenez l'histoire de France en 20 tomes, personne évidemment ne va lire les 20 tomes. Comme je vous disais tout à l'heure, Valérie disait ce qui est simple est faux, mais Bainville arrive à faire simple et à ne pas faire faux. Donc je vous recommande son petit livre qui ne coûte rien, il est en livre de poche, et qui s'appelle l'Histoire de France. Et Jacques Bainville, qui était un historien connu dans les années 30, il n'était pas marxiste. Donc évidemment, dans les années 30 ou 40 ou 50, quand vous étiez historien et que vous n'étiez pas marxiste, évidemment, vous n'existiez pas, puisque l'historiographie en France, depuis bien avant les années 30 d'ailleurs, elle a été confisquée par le marxisme ou par l'hégélianisme. Mais c'est comme ça. C'est une séquelle de la Révolution française. Il n'y a pas eu que des bonnes choses dans la Révolution française. Et un jour, dans une conférence, Jacques Bainville, il y a une dame dans la salle qui lui dit « Monsieur Bainville, enfin c'est épouvantable, le fascisme est en train de monter en Allemagne et en Italie, le communisme en Union soviétique, la France va très mal, il y a des émeutes, le 6 février 1934, on a marché sur le Parlement, mais comment ça va se terminer, tout va très mal. » Et Bainville lui dit cette phrase très très simple que je trouve géniale venant de la part d'un historien. Bainville lui répond « Vous savez, madame, tout a toujours très mal marché. » Et je pense que vraiment, effectivement, c'est la phrase qui permet de ne pas être trop pessimiste quand il y a un certain nombre de problèmes autour de nous.